ABK Matin, l'interview. Le professeur Sa Majesté, professeur Alaka Alaka, est expert en fiscalité. Il est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour Sa Majesté, professeur Alaka Alaka, et merci de nous honorer de votre présence dans ce studio de ABK Radio. Je remercie ABK Radio, qui est la radio de la fréquence utile et agréable, c'est bien ça? Oui, c'est la fréquence utile et agréable. Bonjour à vos auditeurs également. Merci de m'avoir invité. C'est avec vous, on va parler de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais avant, vous savez, l'information devenue virale sur les réseaux sociaux nous impose de marquer une petite pause pour essayer de faire la lumière sur ce qui est en train de se passer concernant cette soutenance d'un doctorat honoris causa, dans laquelle vous êtes associé en tant que président du jury. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui ont envie de comprendre finalement, est-ce que les doctorats honoris causa sont décernés ou alors ce sont des doctorats qui sont soutenus? Merci pour cette agréable question. Non, la vérité c'est qu'il y a eu, de mon point de vue, un excès de langage, une erreur d'appréciation de la chose pour laquelle j'ai été convié par les organisateurs. Parce que les doctorats honoris causa ne se soutiennent pas. C'est connu de tout le monde, ça se décerne. Et ça se décerne aux personnalités qui ont marqué leur empreinte dans un secteur d'activité et où ils sont devenus pratiquement des icônes, ils sont devenus incontournables. Et par rapport à leur succès, une université estime que on ne peut pas partir de A pour arriver à Z de manière aussi facile. Et donc, partage-nous cette expérience. On te décerne dans ce titre qui t'autorisera désormais à parler avec suffisamment d'autorité dans ce secteur où vous avez réussi. Oui. Voilà, donc ça ne se soutient pas. C'est une cérémonie simple où 2 ou 3 personnes prennent la parole appartenant à l'université, et puis on donne la toge à l'heureux récipiendaire, et puis s'il en a convenance, on lui passe la parole, c'est tout, on lui passe la parole. Donc c'est pas quelque chose qui se soutient, c'est un abus de langage. Pour ma part, je n'ai pas été entièrement associé au processus depuis le départ. C'est à l'arrivée que j'ai été moi-même informé, mais ça ne veut pas dire que je rejette l'idée, ça ne veut pas dire que je rejette la valeur ou la qualité de la personne qui doit recevoir cette médaille, cette distinction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu erreur et abus de langage que chacun doit rectifier. Il s'agira, si elle a lieu, d'une cérémonie de décernement d'un doctorat honoris causa. Oui, c'est vrai aussi que ce qui prête à confusion, c'est le fait qu'on ait un thème qui nous rapproche de ce qui pourrait s'apparenter à une soutenance en bonne et due forme, parce que le thème formulé pour l'occasion, c'est de la plantation à l'industrialisation de la filière cacao au Cameroun, cas de néo-industrie, et la personne qui est à l'honneur dans le cadre de cette soutenance, comme c'est dit par l'Université populaire Afrique Évolution, c'est Emmanuel Néossi, qui est connu dans le milieu des affaires. On n'en dira pas plus sur cette question, on restera quand même dans les amphithéâtres pour parler de ce master communautaire que vous êtes en train de préparer. Oui, ben écoutez, vous savez, la fiscalité est quelque chose d'extrêmement important dans la vie, non seulement des individus, mais aussi des États. Et aucun particulier ne peut vivre sans tomber sous les basques ou alors sous les griffes des impôts. Oui. Il faut savoir. Aucun État ne peut vivre s'il ne récolte pas suffisamment d'impôts de la part de ses concitoyens, et fruit qui va permettre à cet État, n'est-ce pas, de se développer, d'avancer. C'est vrai que c'est un pays qui ont des ressources du sol et du sous-sol bien gérées,
on fait fi de l'impôt, comme ce fut le cas avec la Libye de Kadhafi. Et certains pays dits socialistes qui vivent du produit des entreprises publiques, mais nous, on n'est pas encore à ce niveau. Et donc, l'impôt reste la chose qui est la plus demandée. Oui. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un rebelote, bien entendu, parce que ça existait déjà au niveau du Cameroun. Nous avons donc demandé à l'université de Douala d'étendre la formation au niveau communautaire, ce qui a été accepté, de sorte que nous puissions accueillir des étudiants du Tchad, de la Centrafrique, du Gabon, du Congo et autres, dont nous avons lancé ce Master 2 administration fiscale en accès direct, qui reçoit. Vous savez que l'impôt est complexe, son contentieux relève des tribunaux et puis sa défense relève des conseils. C'est pour ça que ce Master 2 en accès direct reçoit les magistrats qui souhaiteraient se spécialiser dans ce domaine, le domaine de la fiscalité, les avocats qui aimeraient gérer de ce type de contentieux aux côtés des conseils fiscaux le moment venu, dont tous les cadres d'entreprises qui ont un niveau de Bac plus 4 et qui travaillent dans le domaine de la gestion, de la comptabilité ou de la fiscalité au sein des entreprises. Et bien entendu, les inspecteurs des régies financières, impôts, douane, trésor, et les diplômés de l'ESSEC et de l'INSET qui, de manière évidente, ont Bac plus 4 et qui exercent. Donc, et puis maintenant, des étudiants qui peuvent justifier des prérequis sur le plan professionnel, dans ce cadre-là, seront accueillis. La date limite de dépôt des dossiers, c'est le 20 décembre. Et le nombre de places étant bien limité, c'est des cours qui se feront en présentiel et en visioconférence pour ceux qui sont éloignés. Donc, voilà comment on veut concevoir ça et voilà comment ça sera mis en pratique. On parle de la loi des finances 2025 avec les Camerounais qui sont aux abois et qui estiment qu'il y a trop d'impôts. Est-ce qu'il y a trop d'impôts, Sa Majesté professeur Alaka à payer en 2025? J'aime pas beaucoup parler d'une loi lorsque elle est encore en projet et lorsqu'elle n'est pas encore promulguée par le chef de l'État. Mais comme nous savons qu'au Cameroun, lorsqu'il y a un projet, ça va passer. Je peux donc aisément répondre à votre question sans beaucoup de difficultés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'impôts. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on veut que tout le monde paye les impôts. Et ça donne peut-être l'impression à ceux qui ne payaient pas, à ceux qui n'étaient pas assujettis et qui vont l'être. Il ne faut pas aussi surestimer la superpuissance territoriale de l'administration fiscale. Ils sont limités, ils n'ont pas assez de personnel. Donc ça pouvait arriver que des gens échappent au paiement de l'impôt. La loi de finances a essayé de rectifier un certain nombre de choses en élargissant par tentative son assiette fiscale. Donc moi je crois que c'est tout ça qui fait dire qu'il y a beaucoup d'impôts. Mais ce qu'on regarde avec peut-être la loi sur la fiscalité locale qui a été déjà adoptée mais pas encore promulguée. Certains pensent que le président de la République ne va pas la promulguer parce que elle serait violente. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'impôts qui étaient mal gérés. Parce que vous savez, la gestion de l'impôt est quelque chose, l'impôt lui-même en est une autre. Puisque dans les communautés territoriales, les communes, certaines par exemple, il y avait des sous-traitants chargés de recouvrer un certain nombre de taxes. Et c'était l'occasion idoine pour enrichir les uns au détriment des communes. Donc tout ça a été réparé par la suspension, par la substitution de certains impôts et taxes locaux au profit d'un impôt unique dont l'application sera très bien connue et appréhendée dès lors que la circulaire interprétative ou d'application serait rendue publique. Mais qu'à cela ne tienne, si la rumeur dit qu'il y a beaucoup d'impôts, certainement il y en a
Il y a des salaires qui seront taxés, en parlant de la loi sur la fiscalité locale à partir de 2025, et les Camerounais s'offusquent déjà parce que pour la plupart les salaires ne sont pas déjà conséquents pour qu'on les taxe et qu'on les prélève, même si c'est sur l'année. Ils estiment que c'est un peu trop demandé. Oui, c'est une opinion largement répandue. Mais moi, je ne vois pas les choses au niveau de l'application de l'impôt. Moi, je vois les choses au niveau de la conception de l'impôt par rapport à la politique de décentralisation du gouvernement, notamment avec les régions et autres. Parce que s'il y a décentralisation, s'il y a régionalisation, ça veut dire qu'il y a transfert d'un certain nombre de compétences. Et au titre des compétences, la première compétence qu'on transfère, c'est bien la compétence financière, dont la compétence fiscale. Alors, lorsque moi je regarde cette loi, notamment à partir des articles C3 jusqu'à C8 même, je me rends compte que rien n'a été fait, rien n'a été mis en œuvre dans cette loi pour que la décentralisation financière puisse être effective. Oui. Que dit cette loi? La loi dit que ce n'est que les impôts et les taxes locales qui ont fait l'objet d'une loi par les pouvoirs publics qui peuvent être mises en recouvrement au niveau des communes. Mais ce qu'on ignore, c'est que les communes n'ont pas les mêmes réalités. Vous avez des communes où il y a certaines activités qui nécessiteraient le prélèvement d'un impôt local. Oui. Moi, je crois que cette compétence, après avoir dit ça à l'article C3, on devrait continuer avec un toutefois. Toutefois, si une commune présente des particularités, eh bien, le conseil régional peut valablement prendre des dispositions préliminaires qui pourraient être entérinées plus tard par une loi. Oui. En ce moment, ce serait magnifique. Il y aurait une approche volontariste de procéder à la régionalisation tant attendue depuis la Constitution de 1996. Mais lorsqu'on observe ça, on se rend compte que on donne la chèvre en tenant la corde. Oui. Ce qu'on donne avec la main gauche, on retire avec la main la plus forte, la main droite. Oui. Si vous ne donnez pas la possibilité aux responsables élus de gérer la fiscalité locale dans leur région en fonction de leurs spécificités, et vous voulez globaliser sur le plan territorial la fiscalité locale, il y a des risques de déperdition, il y a des risques de laisser effectivement des mannes qui auraient pu être rattrapées par les autorités locales qui d'ailleurs sont élues. Donc le pouvoir central ne fait pas suffisamment d'efforts pour implémenter à la réalité et à la vérité ce que la Constitution a prévu. Oui. L'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP est encore mal compris par certaines personnes et redouté par d'autres. Et vous avez précisé dans certains de ces échanges que vous avez eu à accorder à quelques personnes qui vous ont sollicité que ce n'est pas un nouveau impôt. Bien sûr. L'impôt sur le revenu des personnes physiques existe depuis la nuit des temps. Cet impôt a été maintenant légiféré par ce qui peut être considéré comme le premier code des impôts au Cameroun, le code de 1973. Parce qu'il faut préciser que le Cameroun n'a eu qu'un seul code des impôts. Oui. Le code de 73. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des mises en commun, des mises en forme des lois de finances dans les nouveaux codes généraux des impôts. Et il est devenu Code général des impôts après, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, après l'unification des deux directions, la direction des impôts, qui était appelée l'ancienne direction des contributions directes et la direction de l'enregistrement du timbre de la curatelle, qui était considérée comme l'ancienne direction des contributions indirectes. Lorsque les deux directions ont fusionné, on a donc parlé d'un code général des impôts. Mais
il n'y a pas eu spécifiquement une loi qui mettait en forme ce nouveau code général des impôts. Je peux me tromper, mais ce qui s'est passé, c'était une simple fusion, une mise en commun des deux codes existants à l'époque, le code des impôts et le code de l'enregistrement, pour résumer. Et plus tard, les lois de finances sont venues simplement toiletter les dispositions qui avaient été abrogées et par celles qui se substituaient. Donc, voilà. C'est dit donc que c'est en 73 que le code des impôts a prévu l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué d'un certain nombre de cédules. Les cédules, c'est des compartiments d'un grand ensemble. Oui. Les cédules, c'est comme une maison qui a des chambres. Voilà, donc cet impôt frappe les personnes physiques. Pourquoi cet impôt frappe les personnes physiques? Parce qu'il y a d'autres impôts qui frappent les personnes morales. Oui. Donc, ce qu'on appelle les personnes juridiques, c'est-à-dire que des entités constituées en société, mais qui derrière cachent quand même des individus. Mais ces individus restent individus et le restant sont assujettis individuellement pris, intuitifs, personnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui les concerne. Maintenant, la personne morale qu'ils détiennent reste assujettie à d'autres impôts comme l'IS, la TVA et bien d'autres impôts, les mutations et autres. Maintenant, l'impôt sur le revenu des personnes physiques comprend d'abord les traitements et salaires, pensions et rentes viagères. Ça, c'est ce qui est connu très souvent, mais à côté de ça, il y a d'autres cédules comme les bénéfices industriels et commerciaux que les gars de Mbopi et autres payent lorsqu'ils n'ont pas opté à l'impôt sur les sociétés. Il y a les bénéfices non commerciaux que les professions libérales payent. Il y a les impôts sur le revenu des capitaux mobiliers que les administrateurs de sociétés payent lorsqu'ils reçoivent leur per diem ou que ceux qui ont des comptes d'épargne dans des banques payent lorsque le compte d'épargne en fin d'année a généré des intérêts. On leur retient à la source un impôt sur ces intérêts qu'on appelle l'IRCM, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Il y a des impôts sur les revenus versés à l'étranger. Les citoyens étrangers qui arrivent au Cameroun, qui n'ont pas pour résidence fiscale le Cameroun, qui n'ont pas pour domicile fiscal le Cameroun et ont donc de ce fait, autant pour moi, une résidence fiscale qui est essentiellement temporaire, eh bien, tout ce que ces gens gagnent, on leur retient à la source un impôt qu'on appelle l'impôt sur les taxes, et la taxe sur les revenus versés à l'étranger. Oui. Voilà. L'impôt sur le revenu des personnes physiques présente-t-il des avantages? Si oui, c'est quoi la valeur ajoutée pour une personne qui paye régulièrement cet impôt? Mais c'est les retours. Oui. Lorsque vous payez un impôt, vous avez assuré ce qu'on appelle la rentabilité. Vous avez été un citoyen désarmé, vous avez été un citoyen civique, dont vous avez payé votre impôt, encore que ces impôts-là, la plupart sont retenus à la source. Je n'ai pas perdu de vue l'impôt sur les revenus fonciers, qui est également retenu à la source par le locataire, mais qui est supporté par le bailleur. Donc, lorsque vous avez payé ces impôts, l'État a le droit de vous assurer la sécurité. Et la première sécurité commence par l'éclairage public. Nous tous, on est à un moment donné piétons et on traverse des espaces. Dans l'obscurité, c'est pas normal. Et l'État doit donc, après que l'impôt soit payé par les personnes physiques, assurer la redevabilité, ce qu'on appelle la solidarité sous d'autres cieux. Ça veut dire que l'impôt a des retours. Oui. L'impôt devient donc une contribution légale que chaque citoyen apporte au développement de son pays en contrepartie de l'épanouissement et du bien-être individuel et collectif que l'État lui assure. Lorsque l'État ne vous assure pas ces retours-là, eh bien, vous êtes en droit de sanctionner l'État. C'est ce qui semble être le cas pour de nombreux Camerounais actuellement. Est-ce que, de votre point de vue... Je ne peux pas dire non, parce que vous avez des routes qui sont abîmées, on ne fait rien pour les rendre à jour. Vous avez des espaces, des quartiers qui sont dans le noir. Et lorsque vous rentrez du travail, vous venez ici parfois à 4 heures du matin et vous en repartez à 22h, 23h,
il est possible que vous traversez avant d'arriver chez vous des espaces dans le noir qui ne sont pas éclairés, alors que vous payez vos impôts. L'État, en retour, ou ceux qui en tiennent lieu, comme les entités décentralisées, communes et autres, ont l'obligation d'éclairer les voies publiques pour que vous puissiez arriver chez vous en toute sécurité. Ont l'obligation de mettre la police de manière discrète dans les endroits criminogènes. Vous savez, dans d'autres pays, parce que les gens payent l'impôt, ils sont fiers de voir la police et la gendarmerie dans les rues. Parce que là, ils se sentent en sécurité. Mais malheureusement, chez nous, quand vous voyez les policiers, vous changez de route. Oui. Parce que la police ne vous assure pas la sécurité tant attendue. Pourtant, vous payez vos impôts. Mais quand l'État veut récupérer les impôts, contraindre les usagers à payer les impôts, de forts moyens sont mis à disposition. Mais comment est-ce que le citoyen lui fait pour réclamer le service qui doit lui être rendu, ce dont il devrait bénéficier en contrepartie de l'impôt qu'il a payé? Mais c'est le bulletin de vote. Il n'y a pas de moyen de contrainte. C'est le bulletin de vote. C'est pour ça que lorsque vous payez des impôts, lorsque votre père, votre mère paye des impôts et que vous êtes majeur, inscrivez-vous. Si vous ne voyez pas les retours de l'impôt, ben voilà, ce n'est que ça que vous avez comme élément de contrainte. Contrairement à l'État qui a tous les éléments de contrainte, recouvrement par voie forcée, blocage des comptes bancaires, saisie de l'entreprise, fermeture même de l'entreprise, ainsi de suite. Oui. Mais que reste-t-il aux citoyens comme arme contre l'État lorsque l'État ne lui remet pas ce que lui, le contribuable, attend? Il n'a pas la possibilité de porter plainte contre l'État du Cameroun pour n'avoir pas bénéficié de ses services? La loi n'a pas encore prévu ça. Vous savez, il faut être légal. Parce que le juge vous demandera de mieux vous pourvoir. Il y aura non-lieu parce qu'aucune loi ne vous autorise à porter plainte à l'État parce que vous n'avez pas eu la contrepartie de l'impôt. Oui. En revanche, la doctrine et les préceptes, les principes de l'impôt qui font également office de source du droit fiscal vous disent votre seule arme, c'est le bulletin de vote. Oui. C'est-à-dire que si vous élisez un maire, un conseiller régional, un gouvernement qui ne vous donne pas la possibilité de voir la contrepartie de l'impôt que vous payez, vous attendez 5 ans, selon les cas, ou 7 ans. Et puis, vous allez faire prévaloir maintenant votre mécontentement avec votre bulletin de vote. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Oui. Il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas porter plainte à l'État. Vous n'allez pas aller bloquer les comptes de l'État à la BEAC parce que l'État ne vous a pas. Vous n'allez pas donner les coups de poing à un ministre. Ou vous n'allez pas bloquer la voie publique parce qu'on n'a pas arrangé les routes. Non, vous n'avez pas le droit. Oui. Parce que tout ce que vous devez faire doit être conforme au droit et donc conforme à la loi qui habille ce droit. C'est ça. L'attestation de conformité fiscale, c'est le document dont devront se munir de nombreux Camerounais. En 2025, faute de quoi ceux-ci n'auront pas accès à plusieurs services, entre autres services auxquels ils n'auront pas accès. Sa Majesté professeur Alaka. C'est l'ensemble des moyens donc, que l'État utilise pour contraindre le contribuable à s'acquitter de son devoir fiscal. N'oubliez pas aussi que quand on regarde l'impôt, il y a deux choses. Ne l'oubliez jamais, l'impôt a deux pieds. C'est la rentabilité, ce que nous, les citoyens, nous devons payer à l'État. Et c'est la redevabilité, ce que l'État doit nous renvoyer. Oui. Parce que l'État doit renvoyer l'ascenseur. C'est pour ça que moi, dans mes écrits, je conseille toujours l'État de faire beaucoup attention. Oui. Et l'État a commencé effectivement à faire attention. Parce que vous avez, par exemple, des mesures de défiscalisation, des dépenses fiscales que l'État accorde aux contribuables, mais c'est les contribuables eux-mêmes qui n'en bénéficient pas parce qu'ils ne se retournent pas vers les conseils fiscaux qui peuvent les aider. L'État a quand même donné, par exemple, la possibilité de dire aux contribuables, si vous avez 10 millions à payer, si vous acceptez, si vous reconnaissez que vous avez 10 millions à payer, mais si vous ne pouvez pas payer, venez me voir, moi, l'État, demandez la transaction, et je vais vous demander, vous pouvez payer combien? Si ça me convient, je vais accepter. Et le reste, je laisse tomber. Oui. Ça aussi, l'État le fait. C'est-à-dire ce que je peux commencer à appeler un premier retour de l'impôt. Mais l'État devrait aller également plus loin.
L'État devrait aller plus, parce que ça déjà, l'État permet à l'entreprise de ne pas mourir. L'État devrait aller plus loin et de manière directe pour, lorsque une entreprise est véritablement incapable de payer des impôts, même lorsqu'elle a accepté la transaction, ou les moratoires qui soient également accordés, mais l'État pouvait aussi mettre en musique la juridiction gracieuse qui existe dans le Code général des impôts, notamment dans le livre des procédures fiscales, et qui dit que l'État, le ministre des Finances notamment, a le pouvoir de laisser tomber les impôts, que ce soit en principal ou en pénalité, s'il se rend effectivement compte que le contribuable est dans une situation de gêne. Le contribuable ne peut pas payer. D'incapacité, oui. D'incapacité. Oui. Et également de clochardisation, parce que il y a des entreprises, vous arrivez, ça fait 1 an, on n'a pas payé le personnel. Oui. Mais honnêtement, ce monsieur-là, pourquoi il ne paye pas le personnel? Si vous répondez à cette question, vous verrez qu'il ne paye pas le personnel parce que lui-même n'a pas été payé. Oui. Ses factures ne sont pas payées. Soit auprès de l'État lui-même, soit auprès des entités décentralisées de l'État, soit auprès des grandes entreprises qui bénéficient de 90 jours, selon un texte imbécile qu'on appelle WADA. Parce que dans aucun pays au monde, des gens ne peuvent pas accepter que vous travaillez chez... vous construisez la maison de quelqu'un, c'est un exemple. Vous construisez une route, vous finissez, vous avez fait une sous-traitance. Le gars là, il vous paye 90 jours après. Alors qu'au même moment, lorsque vous êtes allé chez le quincailler, vous avez payé cash. Oui. Lorsque vous voulez téléphoner, vous avez payé cash. Vous voulez prendre le train, vous avez payé cash. Mais attendez, mais lui là, ce monsieur-là, cette entreprise-là, lorsque vous mettez ses pylônes, elle vous paye 90 jours après. Et l'État accepte ça. Parce que Ouadala dit, mais écoutez, c'est des choses que l'État doit remettre en cause. Oui. Et décider. Et l'État lui-même se fait harakiri parce que l'État oublie que lorsque vous demandez à une entreprise grande qui, elle, est payée cash, de payer 90 jours après avec 1000 tracasseries, vous oubliez vous-même l'État que pendant ce temps, vous n'avez pas perçu vos impôts issus de ces transactions. Oui. Vous faites vous-même harakiri. Parce que là-dedans, vous avez des TVA retenus à la source, 19-25%. Vous avez pour certains 5,5% retenus à la source. On est dans les 25% qui reviennent à l'État dans votre facture. L'État ne faisant pas pression à celui qui paye, eh bien, l'État perd ses 25% en temps réel. Oui. Mais l'État vient vous faire pression à vous, qui n'êtes pas payé, de payer vos impôts. Il y a là un non-sens qui est difficilement inacceptable. Donc, or, ce non-sens relève de ce que j'appelle la redevabilité. Oui. C'est ça que l'État doit renvoyer aux contribuables. Donc, avant d'exiger l'attestation de conformité fiscale, c'est des dispositions qui devraient être prises par l'État. J'y arrive. Oui. Et effectivement, merci d'avoir complété. Oui. L'État doit s'assurer que ce gars qui n'a pas l'attestation de conformité fiscale, pourquoi il l'a pas? Oui. Pourquoi il n'a pas payé ses impôts? Parce que c'est quand vous avez un solde à payer d'impôts que votre attestation de conformité fiscale ne sort pas. Oui. Voilà. Donc l'État doit aider aujourd'hui plus que hier les contribuables à être donc conformes avec lui sur le plan fiscal. Parce que je peux ne pas avoir l'attestation de conformité fiscale alors que j'ai la volonté de payer mes impôts, mais je ne peux pas les payer parce que moi-même, je n'ai pas été payé. Oui. Et ça, c'est le rôle de l'État. Simplement, quand on regarde ça dans la loi du finance, on ne voit rien transparaître. Pourtant, ce n'est pas les propositions qui manquent. Nous en faisons tout le temps. Oui. Donc, l'attestation de conformité fiscale aujourd'hui, qui est l'élément véritable de citoyenneté fiscale, c'est-à-dire que on est citoyen aujourd'hui parce qu'on a l'attestation de conformité fiscale. Oui. Si vous n'avez pas l'attestation de conformité fiscale, il faut dire adieu à votre vie parce que vous ne pourrez rien faire. Mais absolument rien. Imaginez-vous un homme d'affaires qui doit aller régler un contrat, négocier un contrat à l'étranger, mais qui va lui donner de l'argent qui lui permettra de payer ses impôts, pour avoir la même attestation de conformité fiscale. Mais pour faire ce voyage, il ne va pas faire ce voyage parce qu'il n'a justement pas l'attestation de conformité fiscale. Comment il fait? Il est bloqué, il est coincé.
l'État devrait avoir des ouvertures pour laisser, n'est-ce pas, un peu d'eau couler, Oui. de manière à ce que ceux qui peuvent être conformes, mais qui ne le peuvent pas parce que bloqués par l'absence de cette attestation, que l'État leur ouvre des fenêtres pour qu'ils puissent y arriver. Voilà, c'est autant de choses qui montrent que s'il est vrai que l'attestation de conformité fiscale va contraindre les irréductibles à payer leurs impôts, mais il y a aussi ceux qui volontairement paient leurs impôts, qui peuvent être bloqués Oui. parce que justement, n'ayant pas obtenu de l'État la possibilité d'avoir le paiement de leurs factures et de se mettre conformes face à leurs obligations fiscales. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP, concerne-t-il tout le monde? Y a-t-il des personnes exemptes du paiement de cet impôt? L'impôt sur le revenu des personnes physiques concerne tout Camerounais vivant au Cameroun et à l'étranger. Ça concerne tout étranger ayant pour domicile fiscal le Cameroun. Lorsque vous avez des revenus de source camerounaise, où que vous vous trouvez, vous allez payer les impôts au Cameroun. Je vous ai parlé d'une cédule de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'on appelle la TSR. Oui. C'est-à-dire que la taxe retenue lorsque les revenus ont été distribués aux étrangers, n'ayant pas pour domicile fiscal au Cameroun. Voilà un exemple dont tout le monde est assujetti. Comment ça se passe pour les personnes qui sont dans le secteur informel? Mais les personnes qui sont dans le secteur informel vont avoir des difficultés, vont garder leur argent dans leur poche, parce que ne pouvant plus ouvrir un compte, même dans une microfinance. Et ces personnes ne pourront jamais investir, parce que pour avoir un titre foncier, il faut donner au notaire, il faut présenter au notaire l'attestation de non-redevance. Vous ne présentez pas au notaire parce que c'est votre frère. Le notaire enverra pour enregistrement la mutation immobilière au niveau des impôts et les impôts vont demander l'attestation de conformité fiscale. Et quand vous ne l'aurez pas, tant que vous ne l'aurez pas, les impôts ne vont pas signer l'enregistrement de cette mutation immobilière. Donc vous êtes coincé. C'est pour ça que il ne faut pas être dans le secteur informel. Même si on est dans le secteur informel, à la fin de l'année, il faut déclarer ses impôts, ce qu'on a gagné. C'est valable même pour les mamans qui vendent les tomates au marché, doivent déclarer, celles qui font de la braise au bord de la route. Déclarer ne signifie pas payer. Il faut d'abord qu'on s'entende là-dessus. Oui. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Déclarer ne signifie pas payer des impôts. Parce que la loi a défiscalisé un seuil par rapport à ce qu'on appelle, les autres appellent le revenu minimum d'insertion. Oui. Lorsque vous êtes à ce revenu minimum, je ne sais pas combien ça fait maintenant, tellement ça change tous les jours, ça doit être au-dessous de 60 000 quand même. Lorsque vous déclarez 60 000 fois 12, ça fait 720 000. Si je me souviens des cours de mon maître du cours moyen 2 lorsqu'on faisait le calcul mental, ça fait 720 000. Si vous déclarez 720 000, vous n'avez aucun impôt à payer. Et il est fort possible que la maman qui fait le poisson brisé en route, oui, même si elle gagne 1 million, mais si elle déclare 720 000, elle ne payera pas d'impôt. Oui. Mais elle aura son attestation de conformité fiscale. Oui. La dame qui va au Bénin, à Cotonou, c'est la ligne qui fait la ligne Dubaï, comme on dit Turquie, et qui va acheter des habits pour Noël, par exemple, et qui les vend, que cette dame-là sache que demain, si elle n'a pas l'attestation de conformité fiscale, elle ne pourra plus prendre l'avion. Oui. Voilà l'avantage. Donc, la déclaration aboutit à l'obtention que vous obtenez vous-même tous les 3 mois dans la plateforme des impôts avec votre numéro d'identifiant unique. Oui. Mais vous le savez. Vous savez que voilà comment ça va fonctionner. Mais conformez-vous. C'est pour ça que on parle davantage aujourd'hui d'attestation de conformité fiscale. Oui. Ça veut dire que vous devez vous conformer à la loi. Oui. On ne vous demande pas de vous faire harakiri avec des déclarations qui reflètent véritablement votre chiffre d'affaires. Ça peut l'être dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un contrôle fiscal.
Mais vous déclarez déjà au moins le minimum Oui. pour obtenir cette attestation de conformité fiscale. Voilà. Et entre autres avantages, il y a aussi que cette déclaration permettra que les uns et les autres aient des informations sur ce que possèdent leurs proches en termes de biens. Mais bien entendu. Alors, la déclaration, merci d'avoir embrayé sur cet aspect très, très important de la déclaration. C'est pour maintenant revenir sur ce que j'ai dit, parce que certains qui m'écoutent peuvent croire que je conseille à ce que les gens ne payent pas des impôts ou ne déclarent pas tout ce qu'ils ont. Non, parce que c'est l'épée de Damoclès. C'est l'épée de Damoclès. Imaginez que vous avez 3 titres fonciers. Les 3 titres fonciers vous donnent le devoir. Les 3 titres fonciers vous donnent le devoir de payer la taxe foncière. Oui. À tout le moins. Alors, vous avez déclaré un seul titre foncier dans votre déclaration des particuliers. Vous avez dit, je ne déclare pas les 2 autres là. Ça veut dire que vous avez renoncé à votre bien. Demain, vous n'êtes pas là à soi, de suite d'un accident de circulation, j'en passe. On ne souhaite rien à personne de mauvais. Mais sauf que tout ça finit par arriver. Vous n'avez pas déclaré. Et le lendemain, vos enfants veulent faire prévaloir les autres titres fonciers. Oui. Sauf qu'ils vont passer par les impôts pour liquider leurs droits de succession. Or, les impôts vont cliquer la déclaration du découillous, donc du papa qui est décédé et qui avait ce bien en son nom. Mais quand les impôts vont voir, ils vont dire au bonhomme, mais monsieur, vous avez encore 2 titres fonciers que vous n'avez pas déclarés. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? L'État va reprendre ça. Ou alors, vous allez payer les droits de succession au prix le plus fort, parce que vous serez là même poursuivi pour fraude fiscale. Parce que vous êtes les ayants droit. Votre père a fait dans la fraude fiscale, n'a pas déclaré entièrement ses biens. Et là, je crois qu'avec l'évolution du droit, ça ne va pas tarder, on va trouver la sanction à ce genre de déclaration des particuliers frauduleux. Donc, il n'y a aucun intérêt pour un citoyen camerounais au jour d'aujourd'hui, avec un État qui est devenu violent en matière fiscale, il n'y a aucun intérêt à ce que quelqu'un ne déclare pas ses revenus et à ce que quelqu'un ne déclare pas ses biens. Vous allez, maintenant, je vous vois, vous allez me demander, mais on va y aller la rapidement. Constitution avait Oui. dit il faut la déclaration des biens dans l'article 66. Moi, je vais vous répondre que de manière incidente, on est dans la déclaration des biens pour tout le monde. Oui. On y est. Même sans décret d'application. On y est. Parce que même si, au regard du décret d'application qui a été pris, je crois, en 2000, je ne sais pas si c'était 6, je ne me souviens plus, on n'a pas nommé les personnalités chargées de recevoir ces déclarations. Mais même si on nomme les personnalités chargées de recevoir ces déclarations, la déclaration n'a qu'un seul but, un but fiscal et accessoirement un but statistique. Oui. Voilà la déclaration, son rôle. Donc ces déclarations vont toujours chuter, vont arriver aux impôts. Donc que le président de la République nomme les membres chargés de mettre en musique l'article 66, les impôts ont anticipé et sont en train de mettre en musique l'article 66, tant attendu. Et ceux-là même qui ont eu des biens par des prêtres, non, qui ont eu des biens par-ci, par-là, et je dis qu'il faut même déclarer vos biens à l'étranger. Vous êtes obligé de déclarer vos biens à l'étranger. Parce que le moment venu, avec le projet BEPS, l'échange des renseignements à but fiscal entre États, les États demanderont votre déclaration ici au Cameroun et verront que vous n'avez pas déclaré les biens que vous détenez à l'étranger. Et le fisc de l'autre côté peut confisquer ces biens parce que vous les avez méconnus. Voilà. Et maintenant, l'autre volet, les étrangers, les Camerounais à l'étranger. Les Camerounais à l'étranger doivent déclarer leurs biens au Cameroun. Ils déclarent également leurs revenus là-bas, mais il n'y a pas d'impôt à payer sur leurs revenus obtenus en dehors du territoire fiscal camerounais. Oui. Mais au Cameroun, s'ils ont des immeubles, des biens immeubles, des tas de choses comme ça. Mais il faut déclarer ça. Vous protégez vos biens contre les rapaces.
Je connais une famille dont le parent avait des biens immobiliers, des titres fonciers. Oui. Il est décédé. Il gardait tous ses titres fonciers dans son bureau. Ses collègues ont cassé son bureau, ont retiré ses titres fonciers et sont allés faire des mutations. Quand les enfants sont arrivés, il n'y avait plus rien au bureau. Oui. Papa avait des titres fonciers ici, nous on n'a rien vu. Voilà. Or, si ce monsieur, si la déclaration des particuliers existait à l'époque, et si ce monsieur avait régulièrement déclaré les numéros de ses titres fonciers, eh bien, les enfants n'auraient pas eu de soucis. Même si vous volez, il y a des voies de droit pour retrouver ces titres fonciers, en faire la réclamation, en obtenir des duplicata. Donc, très important pour les citoyens camerounais de se conformer et de payer leur impôt sur le revenu des personnes physiques. Absolument. Parce que c'est tout à leur avantage. Tout est à leur avantage. Oui. Tout est à l'avantage du contribuable. À côté du fait que l'État voudrait avoir de l'argent, Oui. le contribuable va sécuriser ses biens pour sa progéniture. Oui. Le contribuable est le premier enfant chouchouté à qui papa a donné des titres fonciers ne va plus les garder pour lui seul. Oui. Par exemple. Parce que c'est le bien qui ne meurt pas. Le seul bien qui ne meurt pas, c'est le titre foncier. C'est le bien immobilier. Ça ne meurt pas. Oui. Ça grandit tous les jours, ça se renchérit tous les jours. Si vous vous amusez avec ce bien parce que vous ne voulez pas être conforme, c'est votre problème, vous faites du mal à votre progéniture. Parce que vous aurez acquis des biens pour les autres. Oui. Pour les malhonnêtes, pour les méchants, pour les voleurs, pour les bandits, qu'on retrouve à chaque étage dans nos administrations. Oui. Merci, Sa Majesté, professeur Alaka, de nous avoir édifié sur cette question de conformité fiscale, voilà, justement, et de l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Merci d'être venu sur ABK Matin. C'est moi qui remercie ABK Radio de m'avoir associé et je vous suis toujours reconnaissant quand vous m'invitez.